c'est une soirée co-construite et on l'espère d'une grande richesse de ce fait, puisqu'effectivement on travaille dessus depuis plusieurs mois et c'était l'occasion, hein, quand on ouvre une porte, ensuite après il y en a d'autres qui s'ouvrent, puisqu'on se souvient de nouvelles choses auxquelles, qu'on avait oubliées, etc. Donc on a essayé de rassembler un peu ces différents... les différents points qu'on avait envie d'évoquer avec vous ce soir en 4 parties globalement, dans lesquelles à chaque fois, chacune d'entre nous, pas toujours tout le monde, mais interviendra pour incarner, rendre compte un peu précisément de comment ça s'est joué, en particulier à Renaud-Billancourt, dans le cadre du groupe femmes de Renaud-Billancourt. Voilà. Alors, dans un premier temps, on reviendra plutôt sur le fait, construire et rejoindre le groupe femmes, c'est-à-dire comment il s'est lancé, pourquoi on l'a rejoint, pourquoi il a été rejoint, et aussi ce sera le moment de revenir un peu sur le parcours de camarades qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Ça nous semblait vraiment important de montrer l'hétérogénéité en fait de ce groupe femmes et du coup d'incarner véritablement, de montrer les visages aussi de celles qui ne sont pas forcément là. Un deuxième temps qui sera davantage consacré en particulier à la question du MLAC, à la manière dont il s'est lancé donc à Renaud-Billancourt, pour ensuite évoquer ce qui se joue du point de vue de l'intervention syndicale, puisqu'on y reviendra, mais on ne peut pas déconnecter en réalité l'intervention féministe dans le cadre du groupe PAM du reste des interventions, et notamment de l'intervention syndicale qui, à destination des femmes salariées. On va essayer aussi de donner quelques exemples pour enfin terminer sur le fait que, de la même manière qu'on ne peut pas déconnecter l'intervention des militantes du groupe femmes de ce qu'elles font au niveau syndical, on ne peut pas non plus saucissonner leur activité, puisqu'elles sont aussi militantes de quartier, militantes par ailleurs sur d'autres questions, et ça nous semblait aussi indispensable d'en rendre compte. Alors, il y aura plein de choses dont on ne pourra pas rendre compte, hein, mais voilà, c'est aussi un travail qui se poursuivra. Alors, pourquoi je suis là? D'où je parle d'abord en quelques mots, et je vais essayer aussi de donner quelques éléments de contexte. Effectivement, je suis historienne sur le monde du travail et sur le travail en général, sur les classes populaires depuis 1945. Et j'ai commencé à travailler sur les groupes femmes d'entreprise dans le cadre de ma thèse, qui donc a été publiée en livre qui s'appelle En découdre, comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société. C'était pas forcément prévu au départ, mais il s'avère que les 2 entreprises, et je vais pas m'étendre parce que je vais pas avoir le temps, mais sur lesquelles j'ai vraiment travaillé, donc Chantel à Saint-Herblain près de Nantes, donc la lingerie, et Moulinex, le petit électroménager, dans ces 2 entreprises, il y a eu des groupes femmes. Enfin, il y a eu une intervention de femmes, de féministes, qui étaient organisées, qui essaient d'organiser de fait les ouvrières. Et donc c'est un peu pour ça que c'est une question qui a commencé à m'intéresser. Et donc pour donner quand même quelques éléments à ce sujet, c'est quoi un groupe femmes d'entreprise? Je vais pareil aller très vite, mais globalement on est dans les années 1968, juste après le mouvement de mai-juin 68, donc il y a l'idée il y a une effervescence, une insubordination ouvrière, des luttes très importantes dans le monde du travail, qui aussi d'ailleurs portent un autre projet de société. Premier point. Deuxième point, on a aussi une contestation féministe qui se redéploie dans le sillage de mai-juin 68, et notamment autour du droit à l'avortement et de la contraception. Et donc, dans ces 2 dynamiques concomitantes-là, ça produit aussi des effets dans le mouvement de libération des femmes et dans les interventions qui sont envisagées par les féministes. Et notamment, en France, pour le dire très vite, il y a un courant qui s'est appelé le féminisme lutte de classe, qui a souhaité intervenir dans les entreprises, mais aussi dans les quartiers populaires, avec l'idée justement d'entraîner les femmes, mais avec une approche qui s'adresse bien davantage au prolétariat, c'était un peu comme ça que c'était formulé à l'époque, aux classes populaires, on pourrait dire aujourd'hui, et du coup qui considère que voilà, il s'agit justement d'avoir une attention particulière dans
l'intervention dans le monde du travail, hein, et pas déconnecter l'intervention féministe de l'intervention dans le monde du travail. Donc ça s'est traduit par des organisations comme les pétroleuses, comme Femmes travailleuses en lutte, qui en gros qui se réunissaient au niveau national et qui discutaient aussi de leur intervention dans les entreprises et du coup voilà, hein, à la fois de tout un tas de dimensions sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Donc, simplement pour dire que je suis pas la seule à avoir travaillé sur ces questions, hein, puisqu'il y a aussi Lucie Cros sur l'IP, hein, puisque ça a été un cas important d'intervention féministe. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de la brochure l'IP au féminin, où il était aussi question de la place des femmes dans la lutte des LIP et aussi d'ailleurs de l'organisation des femmes dans l'entreprise. C'est aussi quelque chose qui a intéressé, donc par exemple Suzy Rothman, hein, qui est une militante féministe qui est toujours active aujourd'hui et qui a notamment coordonné ce livre dans lequel il y a plusieurs petits textes, dont un texte donc d'Emmanuel sur le groupe Femmes de Billancourt, qui revient, hein, sur ces interventions dans les entreprises. Et c'était par ailleurs une volonté, et en lien avec les groupes féministes qui étaient lancés, une volonté de certaines organisations d'extrême gauche que de faire en sorte qu'il y ait ces interventions dans les entreprises, hein. Et du coup, moi j'avais travaillé par exemple sur le cas de l'Organisation communiste des travailleurs, l'OCT, qui s'appelait Révo juste avant, et du coup sur le travail femme qui était mené donc dans le monde du travail. Voilà, alors donc on va tout de suite, après ce petit moment de contexte, hein, revenir sur le premier temps de nos échanges, hein, et je vais tout de suite donner la parole du coup aux camarades. Et donc peut-être pour commencer, hein, construire et rejoindre le groupe Femmes. Voilà, donc je vais tout de suite donner la parole à Emmanuel qui va revenir un petit peu sur voilà, ce lancement, cette construction du groupe Femmes. Non, je vais d'abord remonter beaucoup plus loin. Je vais remonter à une époque dans mon enfance qui expliquera pourquoi je suis devenue féministe. En fait, c'est lors d'une intervention dans un lycée où une jeune fille m'a posé la question « Mais pourquoi vous êtes féministe ?» J'ai réfléchi, je me suis dit « Mais ça remonte loin. » C'est quand j'étais gamine, dans le quartier de la cité ouvrière où on habitait, on jouait entre garçons et filles, dans le quartier, on est tout près de l'usine, et on jouait dehors dès qu'il faisait beau, et on jouait souvent, alors des jeux habituels, 2-3 soleils, et puis aux cow-boys et aux indiens. Et les garçons, ils étaient toujours les cow-boys, et les filles, on était toujours les indiens. Et vous devinez bien ce qui se passe, c'est qu'eux, ils étaient toujours vainqueurs, et nous, on était toujours perdantes. Et un jour, je me suis révoltée, j'ai dit, mais non, un jour, ce sera nous, les Indiens, qui allons gagner. Et c'était une première partie de conscience de, finalement, qu'en tant que femme et fille, on était un peu différentes. Alors, il y a ça qui a joué. Et il y a un deuxième élément qui a joué aussi, c'est que je me suis aperçue très vite dans la vie des familles autour, c'était difficile, familles nombreuses, plein d'enfants, des conditions d'habitat pas très sympathiques. C'était pas la vie de château. Et des colères, j'en ai eu, c'était par rapport aux papas, pas contre eux, mais simplement parce que je me suis aperçue que les vieux messieurs qui partaient à la retraite, à l'époque j'étais gamine, qui partaient à la retraite, quelques mois plus tard, on apprenait qu'ils étaient décédés. Ils partaient à 65 ans, ils n'avaient même pas le temps de profiter de leur retraite, ils disparaissaient. Et ça a été un deuxième élément qui a fait que, et je dirais qui a construit le fait que je me retrouve à Renaud-Billancourt et dans l'action à la fois féministe et syndicale. Donc ça, c'est en introduction. Donc je suis rentrée en 71, et là, il y a une belle histoire qui a commencé, on va vous la raconter tout à l'heure, qui a duré 30 ans. Oui, alors en lisant ce que Emmanuel a dit, sa façon de faire, c'est comment je suis devenue féministe finalement. Alors, née dans une famille, on était 8 enfants, ma mère a eu 6 filles d'abord et puis
en 9 ans, elle a eu 7 enfants, dont 6 filles. Je suis la 4e fille. Et dès la 3e, mon père, ils attendaient tellement un garçon, et nous, on n'était que des filles. Donc moi, je suis née, j'existais pas à peu près. Et puis ma mère, quand je l'ai vue, elle n'avait rien pu faire d'autre que essayer d'élever ses enfants comme elle pouvait. Donc, et on voit qu'elle a essayé de nous pousser quand même à ne pas être... Enfin, tout en voulant, elle voulait qu'on ait plein d'enfants, mais en même temps, elle nous poussait à essayer de devenir autonome. Donc pour moi, l'autonomie a été un truc très important. Donc... quand j'ai voulu faire... j'étais un peu le garçon manqué. Oui, je voulais être un garçon, en fait, quand j'étais... c'est sûr. Il y avait les écoles de filles, écoles de garçons, mais après, j'étais dans un lycée mixte à Montgeron. C'était un des premiers lycées mixtes. Et je faisais la bagarre avec les garçons, etc. Enfin, je sais pas... et après, au niveau études... les 3/4 des écoles, mon père avait fait Polytechnique, il travaillait à SNCF. Et Polytechnique, il y avait un Polytechnique féminine, mais sinon, donc je voulais pas faire un truc spécialement fille. Donc je suis allée à l'université, en faculté, en licence de sciences économiques. Je me suis retrouvée à Assas. Et puis pendant mes études, je m'étais retrouvée enceinte en 65. Je savais pas comment on faisait des enfants à l'époque. Je savais pas. Je me suis retrouvée enceinte. Je pensais que non. Ça expliquera pourquoi le MLAC après. Hein. Et donc, mon fils est né en 66, pendant mes études, j'ai redoublé. Et je finissais ma 4e année de licence sciences économiques en mai 68. Donc les examens, on les a passés qu'après. Donc là, la grande révolution, là, j'ai fait la révolution, là, mai 68, là, à fond. Enfin, je rentrais quand même le soir m'occuper de mon fils qui était tout petit, donc je restais pas trop sous les coups mais j'habitais en banlieue. Et disons que j'ai pu passer les examens, je suppose en septembre, je sais pas très bien, après... Et là, j'ai cherché du travail et une femme, licence sciences économiques à l'époque, en 68-69, j'ai mis 6 mois à trouver du boulot. Et finalement, Renault m'a embauchée à la direction du personnel. Et pour moi, pour faire des études sur la main-d'œuvre. Et pour moi, Renault, c'était une vitrine sociale. J'avais une idée de Renault, vitrine sociale. Et je me suis retrouvée à la direction du personnel. Waouh! On m'a fait faire des études sur l'absentéisme. Donc, c'était est-ce qu'il fallait embaucher des médecins contrôleurs pour aller vérifier l'absence? Alors moi, je disais, mais non, il faut diminuer le temps de travail, enfin des choses comme ça. On m'a fait faire des études sur la main-d'œuvre immigrée. Enfin, je faisais des études sur tout un tas de choses. Et j'étais ulcérée. Alors, on n'avait pas le droit d'être en pantalon quand on était une femme. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui se passaient. Et il y a eu une très grande manifestation à une époque, je ne sais pas si c'est en 70 ou 71, à l'île Seguin, qui était en grève. Et là, je suis partie donc, de la DCPRS Place Birakem, direction de personnel. Je suis allée manifester avec... c'était une manif énorme. Toute l'île Seguin était pleine et tout. Et qui a été occupée un certain temps. Et ensuite, je suis revenue avec... les syndicats, etc., les manifestants, une partie, puisque d'autres restaient sur l'île, place Birakem, sous le nez de mon patron, des bureaux de mon patron. J'étais cadre chez Renault. Il y avait très peu de femmes cadres. Au moment où j'étais embauchée en 69, il y avait surtout toutes les secrétaires des grands patrons et les médecins du travail. Mais sinon, je sais pas, il y avait peut-être 1 ou 2 femmes cadres maximum. Enfin, il n'y en avait pas. Donc... on m'embauche, on me fait l'honneur de m'embaucher et j'ose aller manifester, ce qui est quand même assez scandaleux. Je vais pas tout. Je suis pas restée très longtemps à la direction du personnel. Je suis partie aux études de marché, je crois, dans le bâtiment RR qui devait être par là à l'époque. À ce moment-là, j'ai divorcé, j'ai quitté, parce que le domicile conjugal en pleine nuit battu par mon mari. Je suis allée me réfugier chez une amie, j'ai mis mon fils chez mes parents.
j'ai repris mon nom de jeune fille parce qu'on j'étais embauchée sous le nom de Massin. Quand j'ai divorcé, j'ai fait un moment l'accolade de Massin-Valentin, puis après, il m'a fallu donc un certain temps avant de reprendre un nom. Bon. J'ai fait la connaissance, donc avec la connaissance de toi, de Viviane, je suppose. Je pense que c'est par Viviane en premier. Et là, j'avais surtout la sœur de mon compagnon de l'époque qui revenait des États-Unis et qui s'est mis à nous parler comment les groupes femmes étaient organisés aux États-Unis. Et là, alors là, j'ai dit ça, il faut faire ça. Donc avec les copines que je connaissais, que par des voix, la Ligue communiste révolutionnaire, enfin il y avait des gens un peu de partout, de gauche, on se réunissait, puis finalement, bon après, ça, je laisserai... Bon. Et donc je me suis syndiquée à la CGT cadre, parce qu'à la CGT, ça n'a pas été très évident, mais donc on essayait entre CFDT et CGT, mais bon, je pense qu'on en reparlera après. Ok. Moi, je suis venue au groupe femmes grâce à Emmanuel, qui n'a pas hésité à me contacter dès mon arrivée chez Renault le 2e jour, alors que j'étais cadre à la direction des ressources humaines et qu'elle était syndicaliste CFDT dans mon secteur, dans mon périmètre d'activité RH, en me proposant de rejoindre le groupe Taupe. Le groupe Taupe, c'était un groupe de sympathisants de la Ligue communiste et aussi le groupe femmes. Et j'ai dit oui. J'étais un peu surprise, mais j'ai dit oui. Et c'était une vraie chance pour moi, car je suis fille d'un ouvrier de l'Arsenal de Cherbourg, et j'en suis fière. Et grâce aux copines du groupe femmes, j'ai pu rester fidèle à ma classe d'origine. Pour moi, le groupe femmes signifie s'investir pour une vraie égalité femmes-hommes, pas du tout évidente dans la métallurgie. Et je dis aussi que j'étais à la CGT CAD et que ce n'était pas du tout évident parce qu'ils n'aimaient pas du tout les gens qui étaient un peu gauchistes. Alors, être dans le groupe femmes, c'est aussi affirmer sa liberté dans tous les domaines. Un enfant, si je veux, quand je veux. Et c'est aussi dénoncer les violences que subissent les femmes chez elles, dans la rue. Et j'ai eu aussi la chance d'être déléguée par le groupe Femmes Renault dans des réunions féministes au niveau national. Le groupe femmes, c'est aussi l'amitié, les repas pris ensemble, les discussions parfois vives, les fous rires, les chansons reprises en chœur sous la houlette d'Emmanuel. Cette amitié, ces liens qui, entre nous, malgré nos différences, fait que nous sommes toujours restés amis, que nous nous voyons toujours, toutes les copines du groupe femmes, alors même que certaines ont quitté Renault depuis longtemps. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Guylaine, qui va aussi revenir sur son parcours et puis qui va commencer à parler de camarades absentes. Comment j'ai rejoint le groupe Femmes Renault. J'ai rejoint le groupe Femmes Renault par l'école de Boulogne-Billancourt. J'étais OS, au câblage Renault Dreux, dans l'usine de Dreux. C'était un atelier de femmes. Les quelques hommes de cet atelier étaient ou régleurs, ou chefs d'équipe, contremaîtres ou chefs d'atelier. Aucun avenir autre que celui d'OS pour les femmes. Et un recrutement pour une formation comptable s'est présenté en 1978 chez Renault Dreux. Donc des tests à passer. Bon, tout cela voulait dire une nouvelle vie à Boulogne-Billancourt, l'école Renault, le bac G2 en option, ça c'est pour ceux qui le voulaient. Puis à l'issue de ce stage, un poste à la direction centrale de la comptabilité, dont Chantal était la RH à cette époque. Cette DCC, cette direction commerciale comptable, cette direction centrale de la comptabilité proposait aux volontaires sélectionnés un hébergement gratuit. Petit détail très important quand on n'a qu'une paye d'OS, c'est mon cas. Habitant chez mes parents, libre de tout et majeur, après avoir réussi les tests, me voilà billancourtaise la journée et parisienne le soir et la nuit, car il n'y avait pas de foyer de filles sur Boulogne-Billancourt à cette époque. Il y avait beaucoup de foyers d'hommes, mais pas de femmes. Donc j'ai dormi très très souvent chez Emmanuel et chez Nicole, qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, alors chez Renault, j'ai trouvé une famille, j'ai découvert le cinéma et c'est toujours avec bonheur que je retrouve toutes ces amies, toutes ces copines.
moi partie à la retraite dans le sud de la France. Je parle de Martine Verdier qui n'est pas là malheureusement. Je parle en ces mots à elle. Hein. Donc, elle raconte sa vie. Après un BTS technique, j'ai commencé, elle, Martine, a travaillé en 1967 au laboratoire d'essais en sol au département des engins tactiques à ce qui était alors Nord Aviation Aérospatiale ensuite. J'ai participé à l'occupation du centre d'essai en 1978 avant d'entrer chez Renault en 1970. À ce moment, j'ai été syndiquée à la CFDT. Elle n'était pas syndiquée chez Renault. Elle me l'a précisé que le groupe Femmes Renault, il y a des cadres, des non-cadres, il y a des syndiqués, des non-syndiqués, des politisés, des non-politisés. Enfin, c'est femmes tout d'abord. Chez Renault, puis j'étais affectée au centre de formation des jeunes pour animer le groupe des jeunes mécaniciens automobiles. J'ai fait la connaissance de Colette Michel, avec laquelle je suis devenue amie. C'est elle qui m'a entraînée dans son sillage au groupe Femmes en 1977. Cette aventure a duré jusqu'à ma retraite en 2005 et mon amitié avec toutes les copines dure encore aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler de Colette. De qui ? De Joël. Alors, Joël... Je parle pareil en ces mots parce que malheureusement, elle n'est pas avec nous. Alors, Joël venait de province et suite à une séparation difficile d'avec mon époux, enfin je parle dans ces mots à Joël, j'ai été embauchée chez Renault en tant que technicienne puis devenue cadre plus tard dans un service de formation à l'informatique en février 1974. Je donnais des cours d'initiation au personnel Renault qui se donnait à l'extérieur de Rambouillet en résidentiel. Rambouillet, moi je me souviens d'y être allée à Rambouillet. Et en discutant avec certaines stagiaires des cours, dont Ramon, Chantal, j'ai appris l'existence du groupe Femmes Renault. Et voilà comment j'ai commencé, et voilà comment j'ai intégré ce groupe qui correspondait parfaitement à mes envies de militer, et ça fait plus de 50 ans aujourd'hui. Alors, je parle de qui après ? Maria. Alors, Maria, je parle toujours en ces mots. J'ai été serveuse dans les cantines de la régie Renault de 75 à 88. Être une jeune femme de 23 ans et travailler dans un milieu à 90% masculin, ce n'était vraiment pas facile du tout. Surtout à l'époque. Se faire respecter, c'était un combat de chaque jour, de chaque moment. Les agressions sexistes, verbales ou physiques étaient le lot quotidien de travailleuses. J'étais syndiquée à la CGT, ensuite déléguée du personnel. J'allais à la commission féminine de la CGT jusqu'au jour où on m'a barré la porte, empêchée de participer à la réunion et exclue parce que j'étais une gauchiste. Ma bouée de sauvetage a été le groupe Femmes Renault pour pouvoir parler de tout sans être jugée, essayer de faire avancer la lutte pour l'avortement qui, au départ, n'était pas reprise par les syndicats. Apprendre un tas de choses aussi sur la vie et les expériences des copines qui travaillent dans les bureaux, ça a été très, très formateur pour moi. Ça m'a fait découvrir un tas de choses, surtout la solidarité, la sororité, et qu'ensemble, on peut gagner. Sans vous paraître trop ridicule, ce n'était qu'un début. Le combat continue. Elle est restée très, très militante. Alors, est-ce que je peux parler de Colette ? Voilà. Colette Michel. Alors, Colette Michel. Toujours en ces mots. Mon cheminement avant d'intégrer le groupe Femmes Renault. Il faut se rappeler qu'en 68, certaines écoles sont réservées aux seuls garçons. HEC, Subdeco, enfin, il y a plein d'écoles qui n'étaient que masculines. Je fais donc mes études dans une école de commerce privée où seulement quelques filles ont pu être admises. Ma première expérience professionnelle se fait dans le bâtiment où l'environnement est très masculin, en dehors des secrétaires. Puis, licenciée pour motif économique, je décide de m'impliquer dans un comité de chômeurs. Et là aussi, je constate qu'on accompagne seulement des hommes dans leur démarche. Les femmes ne viennent pas. Quand je postule chez Renault en 1976, un premier poste comme cadre dans les RH en usine m'est proposé, mais le responsable me refuse car il dit préférer un homme. On me propose alors un poste de jeune cadre à l'école technique Renault, qui formait, puisque cette école n'existe plus, qui formait des ouvriers professionnels et qui allait bientôt former des techniciens pour l'entreprise.
et je dois m'occuper de cette transition et réorganiser les enseignements généraux. Tous les autres responsables sont des hommes et les élèves ne sont que des garçons. Les filles ne seront admises que quelques années plus tard. Je constate l'absence des femmes dans les filières professionnelles, dans les instances de l'entreprise. La discrimination des femmes quant au choix d'un métier est importante. Ces milieux masculins favorisent les plaisanteries douteuses et un sexisme contre lequel il faut absolument se défendre. Hein, Louisa? Par un ami, je rencontre Claude Lévy, qui travaille à la direction financière. J'échange avec elle et la lutte pour l'égalité femmes-hommes me paraît être une priorité politique. Elle me propose alors de venir au groupe Femmes Renault, ce que j'accepte bien sûr. Des réunions, des échanges, des événements sont organisés pour connaître les luttes des femmes et pour faire reculer les discriminations. Le groupe participe aux manifestations du mouvement féministe et aux réunions de la coordination des groupes femmes entreprises. Heureuse d'appartenir et de participer au groupe Femmes Renault, où j'ai trouvé aussi amitié et solidarité. Je parle de Louisa alors? Louisa. Bon alors, cause de toi. Tu veux le micro? Oui, je parle d'abord de Suzanne parce que elle a fait partie du groupe Femmes Renault et elle a été une militante CFDT pendant toute sa vie. J'avais fait parvenir à Natalia son CV, on va dire, syndical. C'était beaucoup trop long. Moi, je ne pouvais pas prendre le temps d'écrire un texte, donc je l'ai interviewée. Disons, quand est-ce que je suis rentrée chez Renault, je ne me rappelle même pas. En plus. Clara, c'était en 1949. Quand est-ce que je suis rentrée chez Renault? Si tu as ta carte, tu peux trouver ta carte d'entrée. Ma carte d'entrée, non, je ne l'ai pas. Mais quand est-ce que je suis rentrée chez Renault? Parce que je suis rentrée 2 fois chez Renault. Hein. Ah, pourquoi? Parce que je suis partie pour faire une expérience dans une usine Grandin. Je suis rentrée dans l'usine Grandin. C'était une expérience que je voulais faire à l'époque pour je ne sais plus qui m'avait demandé ça. Donc, je suis rentrée chez Grandin. Oui, t'es restée longtemps? Et chez Grandin, j'y suis bien restée 2 ans. Oui. Oh oui, je suis bien restée 2 ans. Mais c'était pour faire une expérience. C'était pas... Enfin, dans ma tête, c'était l'expérience, quoi. Oui. Voilà. Et après, tu es revenue chez Renault. Après, je suis revenue chez Renault. Voilà. D'accord. Parce que quand je suis partie de chez Renault, je leur avais expliqué pourquoi je m'en allais. Oui. Hein, et donc, au service du personnel, tout le monde était au courant que je partais de là pour faire une expérience et que j'allais revenir. Oui, oui, oui. Tu vois. D'accord. Ok. Donc, Et au syndicat, combien d'années tu étais déléguée du personnel? Oh là là, je sais plus. Toujours presque, non? Je sais pas combien d'années. Tu sais, j'ai été déléguée du personnel longtemps. Hein. Et tu te rappelles du travail qu'on a fait avec les dactylos? Ah oui, je me rappelle de l'enquête Oui. que j'ai fait. Oui. Oui, j'ai fait une enquête avec les dactylos, je me souviens de ça, oui. Que je suis passée dans tous les bureaux pour Voilà. avoir leurs avis. Oui, je me rappelle de ça. Voilà. Et puis... Mais je me rappelle plus bien non plus. D'accord, mais bon, tu te rappelles quand même du groupe Femmes Renault, Oui, bien sûr. hein, puisqu'à chaque fois je te donne des nouvelles Oui. et elle me demande de tes nouvelles, toujours. Ah oui, le groupe Renault, je n'ai pas oublié, hein, bien sûr. Bon, alors tu sais, Ça Suzanne, fait partie de ma vie, ça. Hein. ça fait partie de ta vie. Ben oui. Et ça fait partie des bons moments de ta vie. Oui. Oui. C'est vrai. C'est vrai que c'était des bons moments. Eh bien, écoute, merci Suzanne. Elle a 97 ans maintenant
et elle avait du mal à imaginer écrire un texte. Donc elle a répondu à quelques questions, elle a parlé de son engagement pour les dactylos. On avait fait un travail intersyndical, d'abord CFDT, ensuite intersyndical, et elle a beaucoup travaillé sur ce thème-là, puisque elle-même était dactylo, comme moi, chez Renault. Et donc, ensuite, je lui ai posé une question sur le groupe femmes. Et là, c'était la joie. Oui, j'ai trouvé, c'était un très bon moment. J'ai trouvé très intéressant d'y participer. Voilà, donc ça, c'était pour Suzanne. Il y a sa photo, donc il manque le E de la fin. Et le borgne, voilà. Et donc ensuite, bon, moi, en ce qui me concerne, je suis rentrée très jeune chez Renault, j'avais 16 ans, j'ai été virée de l'école. Je passe les détails, mais donc j'avais pas de métier, et j'ai suivi un stage de dactylo avec Emmanuel. On est rentré le 6 septembre, c'est précis, 71. J'ai été affectée à la direction des achats, mais comme j'avais été au lycée Jules Ferry de Versailles, c'est là qu'on m'a virée, j'avais goûté à l'atelier, je voulais faire un métier qui était réservé aux hommes. Dans la famille, j'avais 4 frères et une sœur. Donc, je me suis battue en 75 pour avoir droit à cette formation. J'ai passé, y compris des tests psycho, enfin bon, j'ai eu droit à la totale. Finalement, ils ont accepté 2 femmes dans cette formation d'ajustage, et on est sorties toutes les 2 premières du stage. Voilà. Et ensuite, j'étais affectée dans l'île Seguin. Et dans l'île Seguin, j'ai été à la réparation des vérins hydrauliques, en sous-sol, du côté des presses. J'ai dit non, moi je ne veux pas être à l'écart, je veux être avec les gens. Donc j'ai demandé une mutation. J'ai été ensuite à la Pointe-à-Mont, c'est-à-dire à la réparation des machines à souder. Et j'étais dans le même département que ce jeune homme là-bas. On était donc à l'entretien des machines dans l'île Seguin. Et j'y suis restée pendant 3 ans. J'ai rencontré mon mari, mon ex-mari, au syndicat. Il était réfugié politique grec. Et je suis partie en Grèce. Je ne suis pas restée longtemps. Parce que, bon, c'est un autre sujet que je ne vais pas aborder maintenant. Et je suis revenue ici. Et là, j'ai travaillé dans une association de solidarité avec les travailleurs immigrés. J'étais bénévole et pendant 1 an permanente. Et après, j'avais besoin d'une formation. On m'avait virée par la porte ou je sais pas quoi, et je suis rentrée par la fenêtre, et j'ai fait une formation d'éducatrice de jeunes enfants. Et j'ai travaillé pendant 20 ans en crèche. Et j'ai plein de choses à dire aussi sur ce métier-là, très féminin, mais je m'arrête. Voilà. Alors, dans les papiers que j'ai fournis à Guylaine, il y a Clara. Donc, Clara, c'était une personne très importante du groupe. Clara qui nous a quittés, malheureusement. Je parle en ces mots toujours. Outre ses engagements pour l'indépendance de l'Algérie, Clara Benoît, pour ceux qui l'ont connue, fut déléguée CGT dès son embauche chez Renault en 1949. Elle y rencontre Henri, qui était un militant, qui est toujours sans doute, enfin je ne sais pas, militant trotskiste. Avant de rejoindre le groupe Femmes Renault et le MLAC, elle participa aux instances féminines de la CGT et du PCF. Journal Antoinette. Clara nous a quittés le 13 décembre 2023 au seuil de ses 94 ans. Voici un extrait du livret consacré à son parcours de vie. À la fin de sa présence chez Renault et au-delà, Clara participa au groupe Femmes Renault. Pas de discontinuité. Le combat de Clara tout au long de sa vie était en cohérence avec ceux de ce groupe Femmes. Celui-ci fut créé au début des années 70, au même moment que le MLAC, très actif à Renault-Billancourt. Bon, ce groupe féministe dans lequel se sont retrouvés des salariés de toute activité professionnelle dans les ateliers et les services marqua l'histoire de Renault à Boulogne. Là où la conduite des activités syndicales était souvent le monopole des hommes. Clara, féministe de toujours, se retrouva pleinement dans ce groupe où d'une génération plus ancienne, elle apporta son expérience militante.
Oui, alors je voudrais parler d'Isabelle, qui malheureusement nous a quittés très tôt. De mémoire, quand je suis arrivée chez Renault, Isabelle était déjà au groupe Femmes. Elle était secrétaire, elle était très active au niveau du groupe Femmes. Elle militait aussi à la CGT, qui n'appréciait pas du tout cette camarade un peu trop gauchiste, un peu trop féministe. Très vite, trop vite, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer. Isabelle, très affaiblie par ses soins, a pris de la distance par rapport au groupe Femmes. Et puis, 6 mois avant son décès, elle s'est pleinement investie à nos côtés, participant malgré sa fatigue, ses souffrances, à nos réunions, à la rédaction de tracts, préparant avec nous la soirée que nous organisions pour sensibiliser nos collègues de Renault à la lutte des femmes à travers le film de Yannick Belmont, Histoire d'A. Et puis, elle nous a quittés. Claude Lévy. Claude est entré chez Renault en tant que sténodactylo dans la suite et en lien avec son appartenance au mouvement d'extrême gauche Vive la Révolution. Très vite, elle rejoint la CFDT et le groupe Femmes. Comme Emmanuel et Suzanne, elle travaille à la direction financière où je suis cadre à la direction des ressources humaines. Grâce à elles 3, je comprends ce que vivent les femmes dans les bureaux. J'essaie de faire évoluer les choses, mais ce sont elles qui luttent pour l'égalité des salaires ou de meilleures conditions de travail. Je revois Claude, ses rires, son engagement pour faire aboutir les revendications, sa présence joyeuse dans les manifs. Je nous revois aussi toutes les copines du groupe Femmes venir à tour de rôle manger chez elle le midi pendant sa grossesse car elle devait rester alitée. Et puis un jour, elle nous a dit « J'en ai marre de Renault, je vais vers d'autres aventures ». Bien sûr, nous sommes restés amis. Et puis, trop vite, trop tôt, aussi pour elle, elle a perdu sa lutte contre le cancer et nous a quittés. Françoise Pochon, pour ceux qui la connaissent, elle dit donc j'ai connu le groupe Femmes Renault par Chantal, qui est là, c'était sa secrétaire en 1982. Grâce à ce groupe, j'ai pris davantage conscience des difficultés de certaines femmes dans notre société. J'ai participé à plusieurs manifestations, dont celle en faveur de l'avortement, et davantage suivi l'activité féminine faisant l'objet de nos réunions et gardé de solides amitiés dans ce groupe. Elle insiste, Chantal, sur la totale confiance que vous partagiez, parce que c'était pas évident d'être féministe. Faut remettre le contexte de l'époque en place. Alors, je voudrais dire aussi un petit mot de Marie-Reine Touvenot, qui est aussi venue au groupe Femmes parce qu'elle était aussi ma secrétaire. Elle était heureuse de trouver une écoute et des réponses à ses nombreuses questions. Elle a fait un passage rapide au niveau du groupe Femmes, car elle a quitté Renault et la France pour s'envoler vers le Canada. Alors, mettez la photo où il y a Suzanne sur la gauche. Viviane, c'est l'avant-dernière photo. Il y a Josiane Beaune et Viviane Barbe. Viviane, Renault, c'est l'entreprise où elle a vécu toute son histoire de salariée. De sténodactylo toute jeunette avec ses 17 ans, sans grand diplôme, arrivée en jupette au début des années 70. Viviane était parvenue par sa conscience professionnelle, sa détermination par les compétences et la formation acquise en cours de carrière à une qualification de cadre bien méritée et justifiée. Votre Renault, l'entreprise où elle a vécu toute sa vie de femme. Récemment, je disais que les 30 années que j'ai passées chez Renault m'avaient permis de connaître mes plus profondes amitiés. Viviane faisait partie de ces amitiés-là et mes plus belles amours. Je peux affirmer avec certitude que Viviane pourrait dire la même chose. Pour Viviane, la maladie est venue tout gâcher. Pendant presque 2 ans, elle a lutté avec courage jusqu'à la limite de ses forces. Lorsqu'elle a repris son travail à mi-temps, nous avons espéré. La deuxième offensive a été la plus forte. Bon, mais je les revois toutes les deux revenir de l'aventure américaine AMC pour les anciens Renault et surtout la tequila, parce que je me souviens que vous mettiez du sel dans le... on léchait le sel et on buvait la tequila. Elles nous ont appris ça. Merci beaucoup
On a fait un tour d'horizon et un récit choral, je pense, qui vous a permis aussi de saisir un peu la variété des parcours dans ce groupe femmes. Et même s'il y a des récurrences, trop gauchistes, féministes, etc., tout un tas d'éléments qui reviennent et qu'on va continuer d'approfondir, hein. L'idée vraiment, c'était de présenter assez largement plusieurs des camarades de ce groupe femmes. On va passer maintenant à un autre moment qui a fait partie des interventions de ces groupes femmes, hein, qui est la construction donc du MLAC, du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Des tout petits points pour introduire très rapidement. Vous avez peut-être revu le film Annie Colère, hein, qui rend compte de ce qu'était le MLAC, c'est-à-dire un mouvement mixte, en l'occurrence, hein, qui réalisait des avortements clandestins au moment où la loi Veil n'autorisait pas l'avortement, avec donc toute une dynamique par le bas, en fait, hein, qui s'est structurée dans les villages. Ça, c'est ce qu'on voit dans Annie Colère, ou dans les entreprises à pas mal de niveaux. Donc ce MLAC, qui massifie le mouvement féministe après le lancement du MLF, hein, juste après 1970. Il fait débat, hein, au niveau syndical. Donc c'est un mouvement large, et pour autant, la CGT, la CFDT, alors différemment, mais s'y investissent pas centralement, enfin ne décident pas de mettre toutes leurs forces du côté de la structuration de ce MLAC. Donc la CGT considère, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais que ces questions sont des questions de trop d'avant-garde, pas assez de masse, hein, je cite certains textes écrits par la CGT. La CFDT, en fait, c'est un peu différent, puisque plusieurs de ces militantes sont aussi très impliquées dans ces MLAC, et d'ailleurs Jeannette Lahotte obtient l'accord de son organisation pour y participer, mais à titre personnel, hein. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une autre appréhension du MLAC. Et pour autant, dans les entreprises, au quotidien, cette question, elle se pose, et je vous ai mis un tout petit extrait d'un entretien que j'ai réalisé avec Fabienne Lauré, qui, elle, travaillé chez Flin, enfin Renault Flin, et qui a construit un MLAC à Renault Flin, et dont il est question aussi dans ma thèse, hein. Et donc je me disais que ça incarnait un peu les questionnements avant le MLAC, hein. J'ai été confrontée à des filles qui avaient besoin d'être avortées avant que la loi Veil ne passe. Que faisais-tu ? Il y avait des réseaux de médecins sur le Mantois, parce qu'on avait le planning familial. Il y avait quelques médecins qui faisaient des avortements clandestins. Donc elles venaient te voir, ça se savait que toi, tu étais dans les réseaux féministes. Ce n'est pas en tant que déléguée qu'on venait te voir, non, pas en tant que déléguée. Tu étais donc devenue une sorte de référente. Oui, mais ce n'était pas public. C'était vraiment très confidentiel. On n'en parlait pas beaucoup. Donc essayez de vous replacer un peu dans ce contexte, hein, du début des années 70 autour de ces questions. Et on va rentrer peut-être plus dans le détail sur la construction aussi de ce MLAC, donc à Renault-Billancourt. Peut-être du coup, Emmanuel, dans un premier temps, hein, dans l'entreprise, en lien avec le quartier, comment ce MLAC se constitue, et puis est-ce que tu peux aussi revenir sur ensuite la constitution de ce collectif Renault Contraception Avortement en 1979, donc beaucoup plus tard, là, la loi Veil est passée, et en même temps ça reste quand même une question d'actualité, comme vous pouvez le voir. Cette histoire donc, a commencé dans les années 72-73. Le MLAC existait, et en fait, on était aussi déjà en contact avec quelques-unes d'entre nous. Je dirais qu'à l'origine, qui ont donné l'idée de créer le MLAC, il y avait justement ces fameuses copines qui ont participé au stage d'apprendre à taper à la machine, où il y avait Josiane, dont on n'a pas parlé, mais qui était là, Louisa, et puis moi, et c'était un peu le noyau. Et on s'est rencontrés avec Catherine, qui elle déjà était investie dans le MLAC à Jussieu, si j'ai bien compris, avant. Oui, mais c'est des vieux, d'accord. Mais donc, c'est ça qui a été à l'origine, et on a démarré un groupe mixte où il y a eu des collègues qui étaient de la CFDT, des collègues qui n'étaient pas syndiqués, des hommes et femmes qui ont accepté de participer à créer un comité MLAC sur l'entreprise. Edith qui est sous la banderole, Antoine qui faisait partie de cette équipe,
Et on voit Anne Cuneo qui est là avec son fils sur les épaules, qui est aussi dans la manif et qui était aussi tout à fait participante de cette création du comité MLAC, donc comité mixte qui a vraiment eu une action très active pendant les années 73, 74 jusqu'en 75, jusqu'au moment du vote de la loi afin d'accepter. Mais ça a été une activité où on a sorti des tracts très nombreux, projeté des films. Donc plusieurs films, donc on a parlé d'histoire d'art et ça a été une occasion de rencontrer des gens. Et quand on a projeté Histoire d'art, le comité d'entreprise avait accepté de nous prêter une salle et on avait un public très nombreux, assez surprenant à cette époque. 250 personnes qui étaient là, donc vraiment c'était une grande opération et donc on a été présent très activement. On est rentré en lien avec le comité MLAC de Boulogne-Billancourt pour qu'il y ait, avec la permanence qui existait, qui, elle, prenait des rendez-vous pour permettre de la réalisation de la pratique des avortements. Ce que nous ne faisions pas, nous n'avions pas ni les moyens, ni le temps, ni de le faire, mais on avait le lien direct avec le comité de MLAC de Boulogne-Billancourt et c'était là où se passaient les rencontres, on les renvoyait vers là où il y avait des permanences. C'était d'ailleurs, j'arrive plus à me souvenir de la date, de l'endroit. Si, c'était la librairie Germinal qui était à Boulogne-Billancourt. Et c'est là où se tenaient les rendez-vous. Donc ça a été une activité très, très soutenue, très intense, et où ont participé beaucoup de personnes, aussi bien dans la diffusion des tracts que dans les liens avec les gens. On a fait signer des pétitions justement pour dire que les personnes qui soutenaient cette volonté de choisir d'avoir un enfant. Et le premier tract qu'on a sorti et diffusé, ça avait un très beau titre, ça s'appelait « Mettre un enfant au monde, c'est beau ». Quand il est désiré. Et ça, ce tract-là, on l'a distribué avant même d'avoir créé officiellement le comité MLAC. De cette époque, et là, Catherine, je pourrais te passer la parole, parce que les démarches au niveau de Renault, souvent, pour obtenir des salles, qui était la secrétaire? C'était Catherine Valentin, qui écrivait tous les courriers au secrétaire du CE pour demander, aussi bien aussi au secrétaire de la CFDT ou de la CGT, pour demander une attention et qu'ils prennent en compte cette question de l'avortement et de l'IVG. Ce qui s'est fait progressivement, puisque au début, ils étaient un peu plutôt réticents, mais heureusement, on a eu un soutien important au niveau de la CFDT, d'une des responsables qui était au niveau comment on appelle ça au niveau national, Jeannette Lahotte, qui on avait demandé, on avait pris contact avec elle, on lui avait demandé son soutien et elle a pris l'initiative d'organiser un stage sur, excuse-moi parce que j'ai plus la mémoire en tête, un stage sur Renault, non je l'ai mis autre part, t'inquiète pas, donc qui était comment la femme aujourd'hui, j'ai mis ça quelque part dans mes papiers, mais je ne retrouve pas. Et donc, ce stage a convaincu les responsables de la CFDT que ce sujet était important, y compris les a convaincus de créer une commission féminine CFDT, syndicale féminine CFDT, en acceptant, mais à condition qu'elle soit mixte. On a d'accord, on discute avec nos collègues masculins du syndicat sur les revendications par rapport à ça, sauf que très vite, on s'est retrouvés seulement les femmes dans cette fameuse commission syndicale de la CFDT. Mais ça a été un travail suivi et ça a donné aussi, ça a suscité, ça a bousculé la CGT qui a elle aussi créé un comité et a distribué des tracts sur ce sujet. Et ce qui fait qu'au moment, à la fin des années 75, quand le MLAC a arrêté pratiquement son intervention, c'est un comité
enfin pas un comité pas officiel, c'est-à-dire sur les tracts on ne signait pas, mais c'était comité contraception avortement où il y avait à la fois les militantes et les femmes de la CFDT et les femmes de la CGT. Mais on ne signait pas CGT, CFDT, on disait commission avortement contraception. Et donc, ça, qui a continué à agir et à distribuer des tracts jusqu'à ce que dans les années 80, parce que ça a été prolongé pour vraiment soutenir que l'avortement soit comment on dit, remboursé, je cherchais le terme, veuillez m'excuser. Et donc, ça a été une action suivie pendant jusque dans début des années 80 et remplacée donc par cette commission intersyndicale. Je veux revenir. On avait créé ce groupe Femmes Renault et quand est arrivé quand même ces problèmes d'avortement et tout ça, de loi Veil et tout, on avait décidé d'arrêter le groupe Femmes momentanément pour créer un MLAC mix. Donc Gérard en faisait partie, la RR. Et après, quand la loi est passée, on a revivifié le groupe Femmes, donc sans les hommes. Ça, c'est juste un petit point. Oui, je crois qu'Emmanuel a bien résumé. On allait à toutes les manifs, tout ce qui était possible comme action. On a vraiment fait énormément d'actions. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'allais le soir à Jussieu, où il y avait le comité MLAC. Alors, je ne sais pas s'il était national ou parisien, enfin national. Et là, à Jussieu, ils organisaient, par contre, les départs en Hollande et en Grande-Bretagne. Ça c'était en même temps, parallèlement, dans l'entreprise, j'avais essayé, je sais que il y avait le planning familial aussi, je sais que j'avais fait des groupes pour informer, je me souviens à RR, je faisais des petits groupes pour informer sur la contraception avec des éléments du conseil, du planning familial et tout. Parce que effectivement, il y avait une ignorance et une naïveté quand même à l'époque de tous ces sujets dont on parlait pas très bien. Et donc, Jussieu, je faisais le lien. Je ne sais pas si c'était une fois par mois. Je me souviens plus très bien là. Bon, et on a fait tellement de choses que Merci beaucoup. On va continuer. Donc, on a déjà quand même à plusieurs reprises parlé de la question de l'intervention syndicale. On voit bien que voilà, c'était pas du tout déconnecté de l'intervention du groupe Femmes, ne serait-ce que parce que plusieurs de ses membres étaient impliqués syndicalement et aussi parce que c'était une période, comme le disait Emmanuel à l'instant, où les organisations syndicales étaient un peu obligées de s'y mettre donc aucune des deux, CFDT, CGT, ne se revendiquait féministe à l'époque. Ça suscitait des débats, il y avait éventuellement des contributions qui pouvaient dire si féministe c'est être anti-homme, bah non, je suis pas féministe. Si féministe c'est être pour l'égalité des droits, bah oui, peut-être on peut être féministe. Ça c'était Jeannette Lahotte d'ailleurs dans Stratégie pour les femmes en 1975. Donc en tout cas, les organisations syndicales étaient un peu poussées face à ce mouvement de masse à se positionner. Et alors, un des éléments qui a été important, ça a été un accord donc interconfédéral entre la CGT et la CFDT en 1974 sur l'intervention auprès des femmes salariées. Donc on voit tout à l'heure, je l'évoquais quand je parlais justement du MLAC et du différentiel d'appréciation. Ça, c'est d'ailleurs des éléments que j'ai trouvés dans les archives qui ont présidé à cet accord interconfédéral où il y a les comptes rendus très précis de tous les échanges qu'il y a eu dans l'année qui a précédé cet accord de 1974. Mais il y avait vraiment cette idée qu'il fallait se mettre d'accord pour intervenir à destination justement des femmes salariées, malgré les nuances. Donc les nuances, elles portaient globalement sur quelle articulation entre la lutte des classes et la lutte des femmes, puisque donc on l'a déjà vu, en gros peut-être pour le résumer très rapidement, mais la CGT était peut-être plus réticente que la CFDT en interne, même s'il y avait des commissions femmes aussi à la CGT, il y avait des rencontres à destination des femmes salariées
salariés qui se sont multipliés à la CGT en 73, en 75, en 77, mais il y avait une forme de réticence et puis une appréciation aussi. Un des débats très importants des années 70, c'était la question des dites mentalités. Globalement, hein, est-ce que c'est du ressort de l'organisation syndicale que de se préoccuper de, par exemple, la sexualité ou du viol, ou même de questions qui ne sont pas immédiatement connectées au monde du travail. Et la CFDT était intégrer davantage ces questions que la CGT, même si à la CGT, par exemple, on a parlé tout à l'heure de Antoinette, le magazine féminin d'Antoinette, à la fin des années 70, a consacré plusieurs articles à ces questions dites des mentalités, non sans poser des gros problèmes en interne de la CGT, mais on va sans doute pas y revenir ce soir. En tous les cas, pour dire que ça bouge. Ça bouge et il y a des débats en interne parce qu'il y a aussi une syndicalisation très importante des femmes qui est liée précisément au contexte que j'évoquais tout à l'heure, qui fait que du coup, il y a des femmes qui s'impliquent, qui se mobilisent, qui s'organisent et qui voient bien aussi les contradictions qu'il y a dans ces organisations qui portent l'émancipation, mais dans lesquelles il y a, alors on dirait aujourd'hui, une division sexuée du travail militant. À l'époque, on disait pas ça, même si on voyait bien qu'il y avait toujours des gens qui prenaient la parole et puis d'autres qui faisaient des comptes rendus et que vous imaginez bien qui ça pouvait être. Bref, tout ça pour dire que donc l'idée de faire une intervention commune, se discute au niveau national et donc du coup se répercute dans les entreprises et notamment ici. Donc peut-être d'abord revenir sur Emmanuel, ton intervention à la CFDT, ensuite Catherine, ton intervention à la CGT, et du coup j'ai cru comprendre, Louisa aussi, tout ce qui s'est joué autour des sténodactylos, puisque justement je trouvais que c'était une très bonne illustration que de montrer ce travail conjoint autour des sténodactylos, donc dans le cadre du groupe femmes, en lien avec le groupe femmes, donc CGT-CFDT, donc à Renaud-Billancourt. Je ne sais pas qui veut commencer, mais sinon, je décide. Je vais en parler tout de suite. Dans le cadre syndical, je travaillais dans l'île Seguin et il y avait très très peu de femmes, quelques-unes en chaîne, et j'étais la seule ouvrière professionnelle. Et j'avais 23 ans. Et j'ai été agressée physiquement par un ouvrier qui travaillait sur les machines-outils. Donc, à l'époque, je suis allée voir son chef d'atelier et j'ai dit, bon voilà, moi, je viens travailler, j'ai droit d'être respectée et pas pour me faire agresser. Et ce travailleur, il est allé chercher un délégué pour le défendre. Ce délégué était de mon syndicat, CFDT. Donc je lui ai dit, écoute, c'était l'abbé, j'ai oublié son prénom, Daniel. Et donc je suis allée le voir, ce copain, et je lui ai dit, voilà, la situation, je te la présente. Tu as une version, je te donne la mienne. Donc maintenant, à toi de choisir si tu continues la défense de ce travailleur. Finalement, ça s'est un peu écrasé et le gars a été muté à la pointe aval, et donc il y avait de la distance, quelques centaines de mètres, et c'était quand même... et je me souviens à l'époque, quand j'ai été agressée, il y a un gars de l'atelier qui est retourné chercher un marteau en disant « Attends, je vais lui régler son compte. Stop, pas de violence, on parle. » Et j'ai été une deuxième fois confrontée, alors là c'était un petit peu une avant-première, on avait un lieu pour prendre le café ou l'apéro, et là en permanence il y avait des photos porno. Donc moi avec mes 23 ans à l'époque, j'ai dit vous enlevez ça. C'est un lieu collectif, vous enlevez ça. Non, 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 non. Ça les faisait bien marrer, comme les blagues grévoises, etc. Il faut savoir que dans l'île Seguin, il y avait des calendriers de femmes nues partout. Et donc, j'ai attrapé les photos et j'ai tout balancé par terre. Ça a provoqué un tollé jusqu'au chef d'atelier, etc. Le chef du département est venu dans l'atelier, il a réuni tout le monde et il a dit voilà, elle a raison, pas de photos porno. Alors j'étais l'emmerdeuse, ils m'ont mis en quarantaine.
les copains de l'atelier. Et le seul qui a défendu ma cause, c'est un camarade délégué, Claude Pontoire, de la CGT, qui était à mes côtés. Donc, se faire respecter, c'était un combat de chaque jour. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de la défense d'une travailleuse, mais avec des répercussions syndicales. Voilà. Alors, je vais compléter un petit peu parce que tout à l'heure, quand je me suis présentée, j'ai parlé uniquement de pourquoi, enfin, ma sensibilité féministe. J'ai parlé de mon enfance. Je n'ai pas expliqué du tout après mon parcours comment j'étais rentrée chez Renault, mais vous avez dû le découvrir à travers différentes interventions. C'est en 71, en faisant le stage de dactylo. J'étais plus toute jeune, j'avais 27 ans, j'avais déjà un parcours derrière moi. J'ai fait ce stage donc apprenant à taper à la machine. Je tapais pas très vite, mais je faisais pas beaucoup de fautes dans les textes que je tapais. Et donc, à la fin, quand on a voulu nous affecter dans un service, on m'a proposé de devenir secrétaire d'un directeur. J'ai dit, mais je ne suis pas rentrée là pour être secrétaire d'un directeur. J'ai refusé. Et donc, on m'a envoyé à la comptabilité. Parcours un peu surprenant, mais donc, je me suis retrouvée dans le service comptable. Et là, mon premier souci, c'était de dire, j'avais été déjà syndiquée CFDT avant, et tout de suite, j'ai fait la démarche pour me syndiquer. Mais pas toute seule. J'ai syndiqué mes copines de stage du groupe qui avait après tapé à la machine avec moi, donc Louisa et Josiane. Et donc, on a adhéré, et là, ça a commencé effectivement à apporter un peu... On a retrouvé Suzanne qui était là. Elles n'étaient pas nombreuses, d'ailleurs, les femmes à la CFDT, dans le syndicat. Et donc, on a été un apport important. Et c'est là où ça a commencé à remuer au niveau syndical. Et donc, on a soutenu Suzanne, on a mené des actions. Et en fait, très vite, et ça, on a été bousculés parce que les événements nous bousculent toujours. On a parlé de mai 68 tout à l'heure qui a changé les choses. Mais il y avait aussi, c'était les techniques au niveau des techniques de production et aussi au niveau des techniques de communication, et notamment l'informatique qui arrivait à bouleverser et transformer et même fait disparaître plein de métiers. Et notamment un qui était très visé, c'était celui des dactylos qui tapaient à la machine. Il y avait un secteur où elles étaient au début 80, après elles n'étaient plus qu'une quarantaine, le pool des dactylos qui tapaient pour tous les secteurs, et on leur amenait des papiers tapés, et puis hop, le lendemain revenait, hop, encore des papiers à taper. Donc c'était vraiment un travail fastidieux, mais qui était nécessaire, qui est devenu moins indispensable quand les ordinateurs sont arrivés. Et ça a transformé non seulement, donc ça a menacé l'emploi des dactylos. Et je me souviens, donc on est arrivé en 71, j'étais affectée en début de 72, à la comptabilité. Et les premières manifestations que j'ai vues, c'était les perfos, la grève des perforatrices qui faisaient justement la transmission des messages, qui manifestaient en bas du bâtiment là où on était. Et donc, j'ai dit, tiens, ça nous a alertés, et on s'est dit, bon, ça c'est un danger pour eux, mais c'est aussi un danger pour les dactylos et les secrétaires dans l'entreprise. Et donc, on a réfléchi à ça, on a essayé on a pris contact avec la CGT en leur disant, ça vous concerne aussi. Et on a essayé de construire ensemble un cahier qu'on a réalisé d'ailleurs pour pouvoir enquêter sur ce que demandaient les dactylos, ce qu'elles souhaitaient et qu'est-ce qu'on pouvait revendiquer comme formation, dans quel domaine. Et donc ça a été tout un travail qui a été fait au début quand on est arrivé. Donc ça c'était important. Donc il y avait des femmes dans les ateliers, mais c'est vrai que principalement mon intervention a été sur les bureaux. Sauf au tout début, parce que quand on rentre comme nous, comme je suis rentrée au démarrage, même dans les secteurs comptables, j'étais OS de bureau, c'est-à-dire dans la filière où il y avait les coefficients
comment ça s'appelle, la grande... La grille des salaires, voilà. La grille des salaires, hop, on était tout en bas avec les OS de Lille. C'était exactement le même niveau de qualification et de salaire. Et donc, on était les OS de bureau et on se disait c'est important d'agir et tout. Et une des actions donc aussi a été importante, c'est par rapport à ça, comment obtenir donc soit une formation, soit une progression. Et dans le secteur où j'étais, alors je raconte ça en premier, puisque ce n'était pas forcément lié à des idées féministes, mais ça se trouvait comme ça, dans les secteurs où j'étais. La première intervention que j'ai faite en tant que déléguée donc, du personnel, j'avais commencé par vous raconter que j'étais au premier collège, donc le collège le plus bas, c'est que je suis allée dans l'île et ça m'a permis de découvrir une partie de l'usine que je n'aurais jamais vue autrement, parce qu'on ne circulait pas dans cette grande entreprise si on n'avait pas soit un bon de travail pour aller travailler dans un endroit, soit une carte de... On était délégué du personnel. Et c'est le fait d'avoir cette carte de délégué du personnel qui m'a permis, donc en étant... Et la première intervention, ça a été dans un secteur qui va vous surprendre, qui s'appelait le carton. Le carton, c'était de l'autre côté de l'île, sur Meudon, au bas Meudon. Donc il fallait traverser les 2 ponts pour aller là-bas. Et j'y suis allée accompagnée par un ancien de la CFDT, un délégué qui connaissait bien, qui m'accompagnait. Et surprise, les gens du secteur du carton avaient coincé leur chef de service dans son bocal au milieu de leur atelier, parce qu'ils revendiquaient, ils voulaient justement être respectés, considérés, et qu'on respecte leur travail et qu'on reconnaisse par des augmentations leur travail. Et c'était ma première intervention. Je découvrais, j'apprenais le métier de délégué syndical, enfin délégué du personnel, pas délégué syndical, délégué du personnel. Et c'était vraiment une expérience intéressante. Et je découvre un secteur. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on faisait au carton, c'est que tout le papier qui était mis dans les corbeilles, justement les dactylos qui tapaient, qui avaient des papiers qu'on mettait dans la corbeille, tout ça, les cartons des matières qui arrivaient dans l'usine étaient collectés, récoltés, passaient donc à une meule, je ne sais plus comment, et on faisait des pièces pour mettre dans les voitures, dans les portières. Et c'était donc le carton qui faisait ça. Et ça a été ma première découverte. Et il y en avait un deuxième qui était près de la place qu'on appelle nationale, la place Jules Guesde, qui était le coton. Alors le coton, là aussi, on récupérait les sacs de jute qui avaient permis de livrer les matières premières et on tissait des toiles qui servaient, elles aussi, dans les voitures. Et moi, j'ai découvert, j'avais l'impression de retourner. J'arrivais chez Renault, c'était tout début. C'était une découverte absolument incroyable de ces 2 secteurs. D'ailleurs, ils ont disparu tous les 2 très vite. Mais c'était ce qui restait de l'ancienne gestion de Louis Renault, qui disait on ne perd rien. Il y a rien on récolte tout, on fabrique tout et on récolte tout et on ne gaspille rien. Et ça, c'était une suite, mais ça a disparu très vite. Mais c'est pour parler de ma première expérience donc en tant que syndicaliste. Après, ça a été, je peux en parler au niveau du secteur où j'étais, puisque c'était aussi là important. Une femme qui était à la compta et dont les collègues disaient mais c'est pas normal, elle est là depuis plusieurs années et elle est toujours pas rattachée au service, donc elle n'a pas d'augmentation. Elle était rattachée au service des employés des ateliers qui avaient des problèmes de santé ou autres et qu'on avait casés comme ça dans les différents secteurs de bureau. Et elle était là mais pas affectée, juste pour faire le boulot avec nous de contrôle des factures et des commandes. Et ses collègues ont dit c'est pas juste, il faut qu'elle soit rattachée au service. Et donc elles m'ont sollicité en tant que déléguée du personnel. Je suis intervenue auprès du chef de service de RH du service là où travaillait notre amie Chantal. Et
en disant c'est pas juste, c'est pas possible. Et lui, il me répond en me disant mais non, si on l'affecte, elle va tomber malade, elle sera absente, elle va s'absenter, elle va pas respecter. Je termine rapidement. Donc les collègues ont dit on fait la grève. Et le lendemain, elles sont arrivées. Elles avaient amené leur tricot et toutes les femmes du secteur qui étaient autour d'elles se sont mises à tricoter. Alors, à la grande surprise de tous les autres collègues du grand service où on était à la comptabilité, vraiment, c'était à 11h, ça a duré la matinée, on est rentré à 8h. À 11h, coup de téléphone de Valère, le RH, en disant « Vous avez gagné, elle sera affectée ». Alors, je le signale parce que c'est des petites victoires, mais c'était pour montrer que quand on réagissait, on pouvait agir et on pouvait intervenir. C'était ça le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'augmentation de salaire, rien quoi. Et ça pouvait durer des années. Non, mais je ne vais pas en rajouter. Simplement, tu as parlé de se faire respecter. Et ça, de toute façon, ça a été tout le temps essayer de se faire respecter. Je me souviens, au point du jour, je distribuais des tracts à la sortie de la cantine. Et là, il fallait vraiment se faire respecter. Mais bon, on a arrivé. Des façons de faire. Je voudrais rajouter aussi qu'on n'est pas intervenu uniquement sur cela, on est intervenu sur plein de choses qui se passaient dans l'entreprise. Notamment, il y avait des traditions qui étaient gérées par le comité d'entreprise, comme la fête des mères et le 8 mars après. Et on a protesté contre ça parce qu'on s'est rebellé en disant qu'est-ce que c'est que cette idée de faire des cadeaux aux mères de famille, des cadeaux d'ailleurs qui étaient souvent des produits de beauté, des choses pour les soins, des gamelles, des trucs pour le ménage, enfin que des choses. Bon, on a commencé à protester en disant ça va pas, la fête des mères, d'ailleurs c'est une très mauvaise référence. Ça donnait une référence à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, Pétain et compagnie, donc on n'avait pas envie de... Et on a protesté contre ça. Et finalement, donc, ça a été reporté un peu, l'idée de célébrer les femmes, sur le 8 mars. Et le 8 mars, on était d'accord. Mais... le seul ennui, c'est que la manière d'honorer le 8 mars était aussi parfois un peu semblable. On nous faisait un cadeau et donc c'était pas ça qu'on souhaitait. On a protesté contre ça. Et je me souviens qu'on avait écrit une lettre au secrétaire du CE pour protester en disant que vous voyez comme il nous aime. On a fait une lettre très critique, très ironique, humoristique, mais très ironique, qu'on lui a adressée, mais qu'on a envoyée aussi à plein de secteurs, à plein de services. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça a provoqué une réaction chez les syndiqués femmes de la CGT, cette histoire-là, ça s'est passé en 99, en 1999. Et là, les syndiqués ont dit, on va faire un collectif unitaire de tous les syndicats pour préparer le 8 mars. On va le fêter ensemble et on va le préparer ensemble. Et c'était donc ça en 99. Et la réussite de cette opération s'est faite, concrétisée en 2000. Où là, on a fait une opération extrêmement importante et intéressante avec, sur justement la présence des femmes, une exposition qui a duré, je l'ai noté quelque part, j'ai oublié dans ma tête, mais c'était donc en mars, ça a duré une quinzaine de jours, et on a en même temps préparé on a lancé un tract pour préparer une manifestation de la marche des femmes internationales qui se passait à la fin de l'année. Et donc, on a préparé ensemble. Il y a eu une délégation qui est allée à Bruxelles, d'ailleurs, au moment de la manifestation. Et puis, on a proposé que la somme qui était le don, on avait un don qui nous était fait par le CE, et on a proposé que cette somme, que les femmes qui étaient d'accord, la destinent au soutien de la marche internationale. Et il y a un certain nombre de femmes qui ont accepté et qui ont dit on est d'accord,
on donne le don du CE, on le donne pour la marche internationale des femmes. Donc ça, c'était en 2000, c'était la fin de notre belle histoire, parce que très peu de temps après, l'usine avait déjà fermé, l'île Seguin avait fermé en 92, et les bureaux, tout ce qui restait, ont disparu pratiquement. Et donc ça a été notre dernière opération, mais ça a été une opération commune intersyndicale qui a été une des plus réussies. C'est arrivé à la fin, dommage, mais avec débat, intervention. Donc ça a été une très belle... J'ai tous les détails, mais ça, je ne vais pas tout vous raconter, mais ça a été vraiment, on était contente d'avoir abouti à travailler ensemble dans une entreprise où, pendant des années, les syndicats avaient été hostiles entre eux. Pas seulement, vraiment, ils n'étaient pas du tout d'accord pour travailler ensemble. Et on trouvait que c'était plutôt une belle chose. Mais du coup, merci beaucoup Emmanuel pour cette transition vers le dernier moment qu'on voulait évoquer, autour de l'entreprise, c'est-à-dire... Voilà, on est revenu sur le MLAC dans l'entreprise, l'intervention syndicale, et là, du coup, Emmanuel parlait de la Marche mondiale des femmes de 2000. Moi, je trouvais important de donner donc la parole pour revenir un peu sur ça, c'est-à-dire qu'on intervient dans l'entreprise, mais on intervient aussi ailleurs sur d'autres questions. Donc à Chantal, notamment sur la Palestine. On parlait aussi tout à l'heure d'ailleurs de l'ASTI, si j'ai bien compris. Donc, si tu veux revenir là-dessus, et puis ce sera globalement le dernier moment, on pourra passer à la discussion. Alors, mon engagement avec la Palestine date des années 70, où j'ai rencontré d'ailleurs Bob, et depuis ces années-là, il ne s'est pas démenti. Et aujourd'hui, évidemment, plus que jamais, et j'espère que vous aussi, je suis engagée sur la Palestine. Alors, je voudrais parler d'un temps fort que j'ai vécu avec vous. C'était la mort de Mahmoud Saleh. Mahmoud Saleh, c'était le représentant en 75-76, et c'était le représentant de la Palestine à Paris. Il a été assassiné en sortant de notre appartement. Et donc, ça a été un moment extrêmement difficile. Et j'ai eu un soutien vraiment de l'ensemble des copines du groupe Femmes, et celles qui ont pu étaient présentes à nos côtés au moment de ces obsèques. Merci encore. Aujourd'hui, évidemment, je continue. J'ai toujours, chez Renaud, et les copines le savent, on a fait plusieurs actions, mission en Palestine, enfin des choses, voilà. Et puis j'essaie aussi de m'investir dans ma ville. Quand je travaillais chez Renaud, dans les conseils de quartier, maintenant dans un mouvement citoyen, et puis aussi, comme beaucoup d'entre nous le sont, dans le groupe Femmes, auprès des sans-papiers. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à un temps d'échange. Je ne sais pas si vous avez des interventions, des questions, des témoignages. N'hésitez pas. Non, c'est un témoignage tout très ordinaire, mais il n'y a pas... à l'époque, la société était très mobilisée sur la question du féminisme, enfin très mobilisée, une partie, l'extrême gauche en particulier, était très mobilisée sur la question du féminisme, de l'avortement. Moi, j'étais un enfant du président Mao à l'époque, j'étais un militant où j'intervenais sur la majorité des situations qu'il y avait. Et j'ai deux exemples. Chez Renault, j'étais fraiseur. Et on l'a dit tout à l'heure, il y avait des calendriers de cul partout, mais on avait l'habitude. Mais j'étais en 2-8 et je suis tombé sur un doublard que je n'aimais pas. Il faisait le matin, moi je faisais l'après-midi. Et un jour, il a eu l'idée de couvrir entièrement la machine avec des photos de cul. Mais il y en avait... je sais pas, 20, 30. Bon, moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Et je les ai arrachés, comme la camarade, elle a dit. Et quand il est revenu au changement d'équipe, il a poussé des cris d'orfraie. C'était un scandale, c'était les gauchistes qui voulaient tout casser. Et il a été se plaindre au délégué CGT. Et le délégué CGT,
emmerdés quand même, parce que mon argumentaire, c'était dire on ne tolère pas les affiches syndicales, la direction ne tolère pas les affiches syndicales, ni politiques, mais elle tolère les affiches de cul. Il faut peut-être être logique. Et moi j'étais à CGT et lui et le délégué aussi était très emmerdé parce qu'il savait que j'étais d'extrême gauche et il a essayé d'écraser le coup. J'ai eu aucune sanction, mais enfin c'était l'ambiance de l'époque. Un deuxième exemple qui n'a rien à voir. Avant ou pendant, les dates sont imprécises. Avant le MLAC ou à l'époque du MLAC, il y avait des médecins qui s'étaient mobilisés, qui s'appelait le groupe d'information santé. Et moi, j'étais en lien avec un des responsables qui s'appelle Jean-Yves Petit, qui était chirurgien et qui m'a entraîné là-dedans. Et j'avais aucune formation médicale de rien, hein. Et donc il m'a dit tu prends les contacts avec les femmes qui veulent avorter, et eux faisaient les avortements avec la méthode Karman en aspirant les débuts d'embryon ou ce qui allait le devenir. Et bon, il n'y avait pas de problème, c'était quelque chose de simple, c'était totalement interdit bien sûr, hein. Et il y avait eu 331 médecins qui avaient dit avoir déclaré des avortements. Et donc Jean-Yves Petit en faisait partie. Et donc les femmes qui voulaient avorter, on avait un rendez-vous dans un square. Et ensuite, je devais les emmener à l'endroit, dans un appartement où on opérait. Et à ma grande surprise, la jeune femme avec qui j'avais le contact m'a dit « Moi, je veux bien y aller, mais il faut que tu m'accompagnes. » Et je l'ai fait, mais j'avais jamais vu ni une opération, ni rien de ce type. Et j'étais très ému, très embêté. Et puis, j'ai juste assisté. Mais c'est tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Simone Veil est une héroïne laïque dont on entend parler partout. Elle est tout à fait... on peut tout à fait lui reconnaître ses qualités. Mais bien avant, il y avait eu d'autres militantes du MLAC, du groupe d'information santé, et juste avant la loi Veil, le procès de Bobigny, où des manifestants ont soutenu la lutte pour l'avortement. Simplement pour dire qu'avant Simone Veil, il y avait des gens qui s'en occupaient. Il fallait déjà que la loi passe pour qu'on soit plus inculpé, que les médecins ne soient pas inculpés, les femmes, etc. Moi, j'ai vécu trop d'avortements horribles avec des sœurs ensuite stériles et tout ça. Alors, le remboursement après, oui, aussi. Mais déjà, c'était une étape, je veux dire, tant que c'était interdit et passible de condamnation grave. Je souhaiterais ajouter une chose. C'est que, on ne l'a pas exprimé, mais vous l'avez peut-être ressenti, c'est que dans toutes nos actions, dans toutes nos activités, bien sûr, on s'est retrouvés entre femmes, on se retrouvait à un moment chez moi, ou dans d'autres endroits, ou au café, le café le MLAC, on se retrouvait au café bistrot, qui était au bureau de tabac, qui était sur la place nationale, au premier étage, c'est là où on faisait les réunions, et c'était mixte, mais toujours, dans nos interventions, on a été, je dirais, c'est pas pédagogique le mot que j'emploierais, mais plutôt conciliant, toujours en discussion ouverte. Jamais on a été dans des attitudes heurtées de dire les hommes, ce sont nos ennemis, c'est des méchants, ils veulent... Non. On a toujours eu une attitude et notre objectif, c'était de montrer que notre action, pour être autonome, pour nous libérer, pour être nous-mêmes, défendre nos droits, c'était en même temps bénéfique pour tout le monde. Et pour les hommes également. Le fait qu'on ne soit pas opprimé, qu'on ne se sente pas, et qu'on ait une attitude. Et d'ailleurs, on a toujours été soutenus. Enfin, il y a eu des problèmes de couple, bien sûr, on a entendu certains. Mais par la suite, les amis qu'on a rencontrés ont soutenu nos actions et
une fois qu'on a été à la retraite, puisque à un moment, on a quitté, l'usine elle a fermé, on a quitté, et on s'est retrouvés, on a continué à se retrouver. Et nos amis et compagnons ou amants, en fait, voilà, les gens qui sont, les hommes qui nous tiennent compagnie, on les invite et on fait des repas ensemble. Et ça a été une des choses qu'on a maintenues au fil des années, puisque ça fait, disons, nos activités. Oui, donc ça fait longtemps que ça dure, et on a gardé ces liens. Et le point sur lequel je voulais insister, c'est que quand vous avez entendu la présentation, disons, de chacune d'entre nous, de voir la diversité à la fois des lieux, de nos provenances, de notre formation. On était extrêmement différentes. Et ce sont des événements qui ont provoqué des rencontres, un stage, un deuxième stage avec Guylaine, c'était pas le même, c'était un autre, avec Louisa, et qui ont été des occasions de rencontres et qui ont permis qu'on se connaisse. Et c'est vrai que cette connaissance-là, elle n'était pas forcément favorisée dans la vie de l'entreprise. On ne circulait pas d'un lieu à l'autre, mais on se retrouvait à Place Nationale ou dans le quartier ou chez l'une de celles qui habitaient à Boulogne-Billancourt. Et c'est ça qui a créé des liens extrêmement forts. Et on a toujours essayé de garder cette... alors évidemment, on était dans une grande entreprise masculine, mais ce n'est pas uniquement à cause de ça. Mais quand on a fait circuler les pétitions pour le MLAC, par exemple, on avait un accueil extrêmement accueillant, et vraiment, on le sentait qu'il y avait une voilà. Je tenais à le dire parce que c'est vrai que parfois, on a montré le féminisme comme étant agressif et hostile. Mais c'est faux. C'est pas toujours vrai, disons. Ça peut exister, mais c'est pas toujours vrai. Et nous, on a essayé d'être toujours aimables. Bravo Emmanuel.